Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour le dernier JT de la semaine. Voici tout de suite les titres de ce vendredi 24 septembre 2021. C'est un relais 100% électrique. L'Electropostal a fait escale à Chambéry ce jeudi. L'occasion de présenter le Vélis Electro, un avion éco-responsable qui représente l'avenir de l'aviation. Il s'était lancé de Payerne et va rejoindre le nord de l'Espagne. Reportage à suivre. 30 000 tonnes de déchets organiques passent dans ces cuves chaque année. Le méthaniseur de Saint-Paul-en-Chablais sur les hauteurs d'Évian a déjà 5 ans. L'installation permet de préserver la ressource en eau. Précision dans ce journal. Nous prenons la voie des airs pour débuter ce JT. Antoine de Saint-Exupéry ou encore Jean Mermoz, ces grands noms de l'aviation se sont notamment illustrés au sein de l'Aéropostale à travers le monde. Près d'un siècle plus tard, de nouveaux aventuriers se lancent sur leurs traces, embarqués dans des avions 100% électriques. Ce relais Electropostal a fait escale ce jeudi en Savoie et Emmanuel Jaude a rencontré ses pilotes à Chambéry. On regarde. Bien loin du vacarme des autres engins volants, les avions 100% électriques se multiplient dans notre territoire. Ce qui représente pour certains le futur de l'aviation est d'ailleurs en pleine campagne de promotion, via un défi unique sur les traces de pilotes de légende. On s'inspire en fait de cette route mythique des années 30 avec les Mermoz et Saint-Exupéry qui partaient de la France jusqu'en Afrique puis en Amérique du Sud. C'est vraiment s'inspirer un peu de ce qui a été fait dans ces années 30, comme le fait le raid Aéropostale, qui le fait avec des avions thermiques chaque année. Nous, le but c'est de se focaliser sur l'électrique, avec cette dimension électrique. Donc on est assez convaincu que c'est complémentaire. Et d'ailleurs, l'aviation aujourd'hui électrique, il ne faut pas la voir en opposition avec l'aviation classique. C'est complémentaire, il va y avoir une transition qui va se faire petit à petit et les deux sont utiles. Troisième escale de ce raid Electropostal, l'Aéroclub de Savoie, qui a très vite exprimé son souhait d'acquérir l'un de ces engins, dont les spécificités en font un outil de choix dans l'apprentissage des jeunes pilotes. C'est un avion qui va essentiellement être destiné à l'école de début. Et puis éventuellement, on espère pouvoir emmener nos riverains et pour leur faire découvrir la région d'une façon un peu différente que celle qu'on leur proposait jusque maintenant, avec des avions thermiques un tout petit peu plus bruyants. Si aujourd'hui en France on dénombre à peine une cinquantaine d'avions électriques, le nombre d'adeptes ne cesse de croître. Et malgré une autonomie encore limitée, il est toutefois possible de faire de la distance avec un peu de temps et d'organisation, à l'image du raid Electropostal. On est parti de Payerne il y a 2 jours, le 21 septembre, et là on est parti pour 2 semaines à peu près sur une quinzaine d'aérodromes. On va faire une quinzaine d'étapes pour atteindre le nord de l'Espagne début octobre. On est sur une autonomie d'1 heure, mais avec la réglementation on peut en fait voler 30-40 minutes, ce qui fait qu'on est obligé de faire des petits sauts de puce de 100 km à chaque fois. Mais en fait c'est assez utile pour nous parce que le but c'est de faire passer un message, d'aller sur un maximum d'aérodromes pour leur dire que l'aviation électrique arrive, qu'il faut qu'ils s'adaptent, qu'ils développent les infrastructures pour pouvoir accueillir cette nouvelle révolution qui est en marche. Une révolution qui passera aussi, à l'image de l'automobile, par l'installation d'équipements pour recharger les batteries, des appareils encore très peu présents dans les différents aérodromes français. Retour sur Terre avec ce qui est peut-être l'énergie de demain. L'hydrogène alimente de plus en plus de véhicules. La première station pour particuliers en Auvergne-Rhône-Alpes est située à la Motte-Servolex en Savoie. Une installation soutenue par les collectivités locales et la région qui accorde une place très importante à cette nouvelle technologie. Les explications de Lucas Ruche. La toute première station hydrogène d'Auvergne-Rhône-Alpes se situe à la Motte-Servolex. Les véhicules adaptés peuvent y faire leur plein d'hydrogène depuis février 2020. Pionnière dans les pays de Savoie, cette borne a été majoritairement soutenue et financée par de nombreuses institutions publiques. La région et l'Europe ont vu qu'on était très innovants dans ce domaine-là, nous a fait la proposition d'aller plus loin avec la voiture et puis on espère bien qu'il y aura d'autres étapes, les bus, les camions, comme on le voit que c'est aussi en train l'hydrogène de se développer pour les transports les plus lourds comme le train ou après-demain sur les avions. La technologie liée à l'hydrogène est aujourd'hui en plein boom. À cette station, un chargement complet ne dure pas plus de 2 minutes. Concurrençant les tarifs de l'essence, le plein s'élève ici à environ 70 €. L'hydrogène, ça va répondre à des usages où on a un grand besoin d'autonomie. C'est très bien pour les véhicules lourds, ça va être très bien pour les véhicules qui vont rouler sur de nombreux kilomètres. Je pense que l'avenir de l'hydrogène, c'est également dans l'industrie,
lorsque nos grands industriels n'utiliseront plus de l'hydrogène issu du pétrole, mais bien de l'hydrogène issu du soleil et de l'eau. Donc là, on va vraiment décarboner d'une part, mais également améliorer la qualité de l'air. Donc c'est ça le véritable enjeu. Ce pilote professionnel confirmé va bientôt tenter d'établir un record d'endurance à bord de ce véhicule hydrogène. Il va essayer d'apporter son expérience au service de la technologie. Je crois que la course automobile, dans le sens large, a toujours été un laboratoire pour les technologies. On a toujours, en recherche et développement, beaucoup misé sur des choses qui, au final, se retrouvent sur la route, dans le commerce ensuite et dans l'industrie automobile. Donc, c'est important pour moi d'être cet ambassadeur-là et cet ambassadeur d'une génération qui sera et qui était d'ores et déjà obligé de vivre avec cette transition écologique et cette évolution du monde actuel. Il faut réagir et moi ce que j'aime avec l'hydrogène, c'est que ça représente une solution tout simplement cohérente. Accompagnant la dynamique enclenchée, les prochaines stations hydrogènes de la région devraient bientôt sortir de terre à Grenoble, Lyon, Saint-Étienne ou encore Moutier. Et nous restons dans le domaine des énergies. Les eaux de pluie et de la fonte des neiges s'infiltrent sur les hauteurs d'Évian. Sur le plateau de Gaveau, ces gouttelettes sont particulièrement surveillées. Et pour préserver leur qualité, un méthaniseur accueille depuis 2016 tous les déchets agricoles de la zone. Une façon d'éviter l'impact de ces effluents sur les sous-sols et de les transformer en engrais naturels tout en fabriquant du gaz pour le chauffage. Explication en images. Sur le plateau de Gaveau, ce méthaniseur traite 30 000 tonnes de déchets organiques par an. 90% de ces déchets sont des effluents d'élevage. Fumier, lisier, purin proviennent de 44 exploitations agricoles alentour. Les 10% restants sont issus de la filière fromagère ou sont des déchets verts de déchetterie. Dans ces cuves, ils sont dégradés, brassés et chauffés à 38 degrés par des bactéries. Cette dégradation permet de produire une énergie renouvelable, le biogaz, et un digestat naturel qui sert de fertilisant pour les sols. Une coopérative gère ensuite l'épandage de ces engrais 100% naturels. Les 44 exploitants livrent leurs effluents et récupèrent le digestat une fois transformé. Donc après, l'objectif c'est d'homogénéiser un petit peu tout ça, parce qu'il y a des fermes qui ont plus de surface que d'effluents, et d'autres fermes qui ont plus d'effluents que de surface. Donc du coup, l'objectif, c'est d'arriver à homogénéiser un petit peu tout ça. Mais toutes les fermes reprennent l'effluent auquel ils ont droit. Un système circulaire auquel participe la Société des eaux d'Évian, puisque c'est sur le plateau de Gaveau que s'infiltrent les précieuses gouttes. L'impluvium est une zone particulièrement surveillée de 35 km². On a aujourd'hui sur ce plateau des agriculteurs qui sont soumis à différentes contraintes. Notamment des contraintes liées à la gestion de leurs effluents qui pouvaient les amener à concentrer une partie de leurs effluents, à les stocker sur certaines parcelles de l'impluvium. Et c'est cette concentration qui pourrait représenter un risque pour la préservation des ressources en eau. Et dans ce cadre-là, la méthanisation est venue comme une solution qui nous permet de répondre à ces enjeux. Aujourd'hui, Terragro, c'est le premier site de méthanisation-compostage en France qui permet de concilier agriculture performante et préservation des ressources en eau. Pour poursuivre leur développement vers une agriculture respectueuse de son environnement, les 44 agriculteurs rassemblés dans la coopérative du méthaniseur ont décidé d'aller plus loin. De ce collectif sont ressorties des envies un peu de chacun de travailler sur des expériences, des tests sur notre gestion de nos sols, de nos prairies, de notre troupeau aussi. Par exemple, chez moi, on a fait des essais de thé de compost pour enrichir nos prairies, enrichir nos sols, les booster en termes de biodiversité, de champignons, de tout ce qu'il faut pour faire pousser la plante dans de bonnes conditions. Et ça a aussi un vrai impact sur la sécheresse. Ces tests grandeur nature permettent ainsi aux agriculteurs d'expérimenter des techniques pour réduire leur impact environnemental. Une réflexion commune qui leur permet aussi de grouper leurs achats et donc de réduire leurs coûts de production.
Nous nous intéressons à présent à un festival, le festival La Cause des femmes à Gaillard. Et pour en parler, son coprésident Jacques Debuire est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes accompagné de Luna André de la faculté de droit de Genève. Bonsoir. Bonsoir. Merci à tous les deux. Alors, La Cause des femmes, c'est donc cet événement, ce festival, mais c'est aussi une association. Vous organisez cette année la 5e édition de ce festival. Comment il a évolué au fil des années ? Déjà l'expérience accumulée, on n'est plus dans le tâtonnement, on valide un certain nombre de choses, la présence des artistes, quel que soit le support. Cette année, c'est encore du théâtre comme l'année dernière, on a eu des musiciens. La présence de 14 associations de terrain, des associations qui, j'en parlais avec Sébastien la première fois, des associations de terrain qui, elles, accueillent les femmes victimes. Nous ne sommes pas une association de terrain, mais on leur donne l'occasion, un peu comme aujourd'hui, vous voyez, il y a de la lumière, il y a du monde, et elles peuvent venir parler de ce qu'elles font, souvent quasiment dans l'anonymat. Et puis enfin, il y a le fil rouge, c'est notre concours de plaidoirie, c'est le 5e du nom, il a pris vraiment beaucoup de notoriété, beaucoup de qualité aussi, je pense qu'on en parlera un peu plus tard. Parlons-en justement de ce concours de plaidoirie qui est vraiment, vous me le disiez en préparant cette émission, qui est le cœur du festival. Oui, tout à fait. Mais je pense que Luna, qui a été candidate, lauréate, et qui depuis l'année dernière est l'une de nos ambassadrices, parce qu'on essaye d'avoir un suivi après, elle peut en parler beaucoup mieux que moi, elle l'a vécu de l'intérieur. Comment vous avez vécu justement ce concours de plaidoirie, Luna ? Écoutez, c'était un véritable plaisir. C'est vrai que je me suis engagée dans ce concours sans grande confiance en moi. C'était un petit peu un défi en fait que je me suis mise. Et c'est vrai que portée par la bienveillance de l'association, des membres de l'organisation, tout ça, ça a été une expérience juste magnifique. Premier concours de plaidoirie. C'était super. L'avoir fait pendant ce festival, particulièrement sur la cause des femmes, est-ce que c'est un thème qui vous a parlé plus qu'un autre ? Alors, en réalité, je suis tombée sur l'appel aux candidatures pour le concours de plaidoirie donc, de 2020. J'ai regardé un petit peu le dossier et je me suis dit, mais c'est super parce que c'est un très bel engagement. Le sujet de l'année dernière, c'était le harcèlement moral et sexuel. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant et j'ai eu envie de m'impliquer en fait dans ce projet. C'est de là qu'est partie ma motivation en fait. Et voilà. Comment vous vous impliquez cette année dans cette nouvelle édition ? Alors cette année, j'ai la chance d'être ambassadrice de l'association. J'ai été chargée de recruter les candidats de cette édition du côté de l'Université de Genève. Donc j'ai fait à mon tour un appel aux candidatures, je me suis entretenue avec les candidats, j'ai fait une sélection et ce sont des candidats qui vont nous faire de très très belles prestations, je pense. Le festival se tiendra donc le 1er et le 2 octobre. Oui. Et on évoque l'Université de Genève. Celle de Chambéry aussi, bien sûr, puisque c'est un concours international en quelque sorte. Mais bon, c'est notre qualité de frontalier qui le rend international. Ce qui est intéressant, vous me posiez la question de savoir qu'est-ce qui avait changé. Il y a vraiment un changement avec le concours parce que depuis l'année dernière, il y a un accompagnement. Le concours, ça n'est pas que le 2 octobre. On y est depuis le mois de mars. Déjà, le travail des ambassadrices, ce sont des ambassadrices. On a eu aussi des ambassadeurs. J'espère d'ailleurs que Luna demeurera ambassadrice. Et on rencontre les candidats. Et ce qui est nouveau depuis l'année dernière, on les forme avec des personnes que vous avez rencontrées. C'est Emmanuel qui a rencontré Bénédicte Lafont, une comédienne, metteuse en scène, qui travaille avec Dominique et qui amène ces jeunes à sortir un petit peu de leur zone de confort, à apprendre à se mouvoir sur scène devant 350 personnes, à poser sa voix. Je me retourne. Moi, je ne l'ai pas vécu. Mais ça se passe comme ça. Et on les a accueillis. Luna était présente. Elle était tout à fait dans son rôle d'ambassadrice. Le 12 septembre dernier, dans un petit théâtre de poche à Sciez, où pendant une journée, ils ont travaillé. Donc, ils se connaissent. C'est un concours, oui. Il y aura des gagnants, mais c'est un groupe qui s'est formé.
Le temps passe Oui, vite, je vous en il prie. faut qu'on évoque aussi les autres événements, les autres temps forts de ce festival. Vendredi 1er, on a fait le choix de faire venir une compagnie de Marseille, 3 dames qui font un spectacle autour d'Olympe de Gouges. Olympe de Gouges, de l'intérêt d'ouvrir sa gueule ou pas. Hein. Et puis, nous recevons aussi, dans le cadre du concours, elle sera présidente du jury, mais aussi pour la première d'une série de conférences formation, la numéro 2 du ministère de la Justice, Madame Isabelle Rome, qui est une haute magistrate et qui, à la fois sous l'autorité de Madame Belloubet et puis maintenant de M. Dupond-Moretti, s'occupe de l'égalité entre les femmes et les hommes, avec deux dimensions, une dimension humaniste et une dimension juridique, même si le juridique peut avoir une dimension humaniste, bien évidemment. Donc tout ça donne... si le concours de plaidoirie est un fil rouge sur les 5 années, la présence de Madame Rome tout le long du festival, ce sera notre fil rouge, parce qu'elle dédicacera ses ouvrages. Bon, voilà, on a cette chance. Un tout petit mot pour terminer quand même sur la marraine et le parrain de Marc également. Ça, vous savez, avant même que nous soyons créés en association loi 1901, nous avions un mot d'encouragement d'Elisabeth Badinter. C'est elle qui, quelque part, a suggéré notre titre « La cause des femmes », qui, étonnamment, n'était pas repris par une association. Et puis, quelques mois plus tard, les proximités amicales et l'humanisme du bonhomme, si je puis me permettre de dire comme ça, Pierre Arditi est devenu aussi notre parrain. Et là, toujours, la parité, un homme, une femme. Eh bien, merci beaucoup d'être venu nous parler de ce festival. Jacques Debure et Luna André, donc pour le festival La Cause des Femmes, 1er et 2 octobre à Gaillard. Merci beaucoup. Merci à vous. Un mot de sport avant de refermer ce journal. J-500 pour les championnats du monde de ski alpin à Courchevel et Méribel. Les athlètes auront rendez-vous dans les stations savoyardes en février 2023. Les organisateurs de l'événement ont présenté mercredi à Paris leur film signature. Sébastien Germain en a profité pour poser quelques questions à Perrine Pellen, la directrice générale du comité d'organisation. On l'écoute. Tous les jours comptent et on a véritablement basculé dans une phase opérationnelle maintenant qui nous amène à nous projeter très concrètement sur le plan opérationnel, d'autant plus que dès le mois de mars, nous allons aussi accueillir les finales de la Coupe du Monde qui seront un temps extrêmement important pour tester certains aspects de l'organisation, comme par exemple le sport. Donc ce sont les équipes de l'organisation sport qui vont être mis à l'épreuve pour tester notamment la nouvelle piste de l'Eclipse sur Courchevel, qui n'a pas été encore testée en format compétition. On est tous mobilisés, tous à fond. Véritablement, il y a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'envie à transformer le concept, la vision que nous avons tous, qui est de faire de ces championnats du monde un événement mémorable pour tous. Donc tous engagés pour mettre en place une organisation la plus optimale possible qui puisse nous permettre de livrer ce concept waouh, mémorable qu'on souhaite voir vivre, et avec l'ambition que tous ceux qui vont y participer, que ce soit des spectateurs, des volontaires, des médias ou encore les athlètes, repartent, et quand on parle de ces championnats du monde, aient plein d'étoiles dans les yeux. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité à l'info sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe. Dans un instant, la météo. Ce week-end, sur notre antenne, vous pourrez retrouver une émission spéciale consacrée au festival Annecy Cinéma Italien. Rendez-vous dimanche à 19h. Et puis lundi, vous serez en compagnie de Sébastien Germain pour un nouveau journal. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très vite sur 8 Mont-Blanc.